La nuit du 31 décembre 1847 pesait sur la Martinique comme un linceul humide. Dans l'air étouffant des plantations de canne à sucre, où l'odeur de la mélasse se mêlait à celle de la sueur et de l'oppression, résonnait un silence tendu, celui qui précède toujours les tempêtes. Les esclaves de l'habitation Beaumont s'étaient retirés dans leurs cases de bois branlantes, mais leurs oreilles restaient aux aguets. Car en cette nuit de passage vers 1848, quelque chose de terrible allait se nouer. Émilienne Lavoisier, 19 ans, se tenait debout devant la grande case de maître, ses yeux noirs fixés sur les fenêtres éclairées du premier étage. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais de rage contenue. 5 années, 5 longues années d'humiliation, de coups, d'abus répétés. 5 années à subir les assauts nocturnes de Claude Beaumont, ce planteur ventru aux mains calleuses qui la traitait comme sa chose personnelle. « Ce soir », murmura-t-elle dans le patois créole qu'elle maîtrisait parfaitement, « ce soir, tout se termine ». Le vent tropical faisait danser les feuilles de canne dans un bruissement sinistre. Au loin, dans les mornes, on entendait le battement sourd des tambours Ka, ces rythmes ancestraux que les esclaves utilisaient pour communiquer entre plantations, défiant l'interdiction coloniale. Cette musique interdite portait ce soir-là des prières secrètes, des invocations à la justice divine que les maîtres blancs ne comprendraient jamais. Émilienne avait tout planifié avec une précision glaciale. Elle connaissait les habitudes de Beaumont. Chaque soir de fête, il buvait jusqu'à l'ivresse dans son bureau, comptant ses gains de l'année écoulée. Ce 31 décembre ne ferait pas exception. Elle l'entendait déjà, depuis la cuisine, où elle préparait mécaniquement le repas du lendemain, titubant et marmonnant des obscénités. Sa complice, Solange, une femme de 40 ans aux cheveux grisonnants prématurément, l'observait depuis l'embrasure de la porte de service. Leurs regards se croisèrent. Un hochement de tête imperceptible. Le signal était donné. « Maître Beaumont !» appela Émilienne d'une voix claire en français. « Votre tisane est prête !» Claude Beaumont descendit l'escalier en titubant, sa chemise ouverte laissant voir un torse adipeux, couvert de poils gris. À 52 ans, cet homme incarnait toute la brutalité du système colonial. Ses ancêtres normands avaient bâti cette fortune sur le sang et la souffrance et lui perpétuaient cette tradition avec un sadisme raffiné. « Ah, ma belle Émilienne !» ricana-t-il en s'approchant dangereusement. « Une tisane pour bien finir l'année, et après, nous pourrons célébrer comme d'habitude. » Émilienne serra les dents, mais garda son masque d'obéissance. Elle lui tendit la tasse fumante, préparée avec soin. Beaumont but d'un trait, ne remarquant pas le goût légèrement amer des herbes soporifiques que Solange cultivait secrètement derrière les latrines. « Excellente comme toujours, dit-il en posant la tasse. Maintenant, monte dans ma chambre. J'ai envie de t'offrir mes vœux pour la nouvelle année. » Mais quelques minutes plus tard, l'effet des herbes se faisait sentir. Beaumont vacillait plus que de coutume, ses paupières s'alourdissaient. Émilienne l'accompagna jusqu'à son bureau, prétextant l'aider à s'asseoir. « Tu es une bonne fille, Émilienne », marmonna-t-il en s'effondrant dans son fauteuil de cuir. « Une très bonne fille. » Ses yeux se fermèrent. Sa respiration devint profonde et régulière. Émilienne attendit encore 10 minutes, le cœur battant, avant de passer à l'action. Elle sortit de sous sa robe le couteau de cuisine qu'elle avait aiguisé pendant des semaines. La lame brillait dans la lumière vacillante des chandelles. Ses mains ne tremblaient plus. 5 ans d'attente avaient forgé sa détermination. D'un geste précis, elle planta la lame dans le cou de Beaumont, sectionnant la carotide. Le sang jaillit, éclaboussant les registres comptables posés sur le bureau. L'homme sursauta, ouvrit les yeux une dernière fois, croisa le regard implacable d'Émilienne, puis s'affaissa définitivement. « Pour toutes les nuits où tu m'as brisé, » chuchota-t-elle, « pour toutes mes sœurs que tu as détruites. » La suite de son plan était déjà en marche. Solange avait préparé plusieurs cruches de rhum vieux dans la remise. Ensemble, elles traînèrent le corps inerte de Beaumont jusqu'à la grange à sucre, un bâtiment isolé où étaient stockées les barriques de mélasse. Émilienne aspergea méthodiquement le cadavre et les alentours avec l'alcool, créant un brasier potentiel d'une violence inouïe.
Avant d'allumer l'incendie, elle fouilla les poches de Beaumont. Elle récupéra sa montre de gousset en argent, gravée des initiales CB, et son alliance en or massif. Ces objets serviraient de preuve, plus tard si nécessaire. À minuit pile, alors que les cloches de l'église de Saint-Pierre sonnaient la nouvelle année, Émilienne jeta une torche enflammée dans la grange. Les flammes jaillirent instantanément, léchant les poutres de bois secs et dévorant tout sur leur passage. La chaleur était si intense qu'elle dut reculer de plusieurs mètres. Le feu rugissait comme une bête sauvage, illuminant la plantation d'une lueur rouge sang. Les autres esclaves sortirent de leurs cases, alertés par la clarté et l'odeur de fumée. Mais étrangement, aucun ne cria à l'aide. Tous regardaient brûler la grange avec une satisfaction silencieuse, comprenant instinctivement ce qui venait de se passer. Émilienne se mêla à la foule, jouant parfaitement son rôle de servante affolée. « Maître Beaumont !» criait-elle. « Il était dans la grange. Mon Dieu, il faut le sauver !» Mais il était déjà trop tard. Le bâtiment s'effondrait dans un fracas d'enfer, emportant avec lui le corps et tous les secrets de Claude Beaumont. Les flammes dansaient jusqu'à l'aube, créant des ombres fantastiques sur les visages des témoins. Au petit matin, quand les autorités de Fort-de-France arrivèrent, il ne restait que des cendres fumantes, quelques poutres calcinées, et au centre du brasier, les restes fondus d'une montre en argent et d'une alliance en or. « Terrible accident !» déclara le procureur colonial Marchand en examinant les décombres. Ce pauvre Beaumont aura voulu vérifier ses stocks de rhum avec une chandelle. L'alcool aura pris feu instantanément. Émilienne baissa respectueusement les yeux, serrant dans sa main les véritables montres et alliances qu'elle avait subtilisées. Personne ne remarqua son sourire fugace. Les tambours résonnaient encore dans les collines, portant la nouvelle de plantation en plantation. Cette nuit-là, justice avait été rendue à sa manière, sauvage et impitoyable. Et Émilienne Lavoisier venait d'allumer un feu qui ne s'éteindrait jamais complètement. De où vous nous accompagnez? Laissez-nous vos commentaires. Le lendemain de l'incendie, l'habitation Beaumont baignait dans une atmosphère de faux deuil et de tensions sourdes. Les autorités coloniales avaient dépêché sur place le capitaine Hervé Sinclair, un homme rigide aux favoris grisonnants, vétéran des campagnes napoléoniennes, reconverti dans l'administration coloniale. Son regard acéré scrutait chaque détail, chaque visage, cherchant la faille qui trahirait la vérité. Émilienne vaquait à ses occupations habituelles avec un calme troublant. Elle avait passé la nuit à répéter son témoignage, à peaufiner chaque détail de son mensonge. Dans la case qu'elle partageait avec 3 autres femmes, elle avait soigneusement caché la montre et l'alliance de Beaumont dans une petite boîte en fer blanc, enterrée sous le plancher de terre battue. « Mademoiselle Émilienne » l'appela le capitaine Sinclair depuis la véranda de la grande case. « J'aimerais m'entretenir avec vous. » Elle s'approcha, les yeux baissés, incarnant parfaitement la servante docile et endeuillée. Sinclair l'observait avec une attention particulière. Contrairement aux autres fonctionnaires coloniaux, cet homme avait développé une intuition remarquable pour déceler les mensonges. « Vous étiez la cuisinière personnelle de feu, monsieur Beaumont, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur le capitaine, depuis 5 ans. Racontez-moi cette soirée fatidique, dans le moindre détail. » Émilienne débita son récit préparé. La tisane servait vers 22 heures. Beaumont, qui avait mentionné vouloir vérifier les stocks de rhum dans la grange, elle-même, qui s'était retirée dans sa case vers 23 heures. Le feu avait éclaté vers minuit. Elle avait été réveillée par les cris. « Monsieur Beaumont buvait-il souvent ?» demanda Sinclair en prenant des notes. « Hélas, oui, monsieur, surtout les soirs de fête. Il n'était pas toujours prudent quand il avait bu. Aviez-vous des rapports particuliers avec votre maître ?» La question était posée avec une délicatesse calculée, mais Émilienne sentit son sang se glacer. Sinclair savait, ou du moins, il se doutait. « Je ne comprends pas votre question, monsieur le capitaine. »« Allons, mademoiselle. Dans ces plantations, tout se sait. Les domestiques parlent. Monsieur Beaumont était-il entreprenant avec ses servantes ?» Émilienne garda le silence quelques secondes, feignant l'embarras d'une victime. « Monsieur Beaumont était exigeant, mais je n'ose en dire plus.
Cela ne se fait pas de médire des morts. Sinclair hocha la tête, satisfait de cette demi-confession qui confirmait ses soupçons. Il connaissait la réputation de Beaumont, un homme cruel, porté sur la boisson et les femmes. Un prédateur qui profitait de son statut pour abuser de ses esclaves en toute impunité. Une dernière question, mademoiselle. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers jours? Un comportement étrange parmi les esclaves? Des conciliabules? Émilienne fit mine de réfléchir intensément. Non, monsieur, nous étions tous occupés par les préparatifs du Nouvel An. Maître Beaumont voulait recevoir monsieur Durandal et sa famille pour fêter la nouvelle année. Sinclair referma son carnet d'un geste sec. L'enquête officielle conclurait à un accident. Mais quelque chose le tracassait. Cette jeune femme était trop calme, trop maîtresse d'elle-même, pour une simple domestique ayant perdu son maître dans un incendie. Pendant ce temps, dans les cases des esclaves, une toute autre conversation se déroulait. Solange, la complice d'Émilienne, distribuait discrètement les consignes. Chacun devait répéter la même version. Beaumont était rentré ivre, il avait parlé de vérifier la grange, personne ne l'avait revu vivant. « C'est pas question assez », murmurait-elle en créole. « Oui, pas dit Agnon. Il ne faut plus en parler. Vous ne direz rien. » Mais parmi la communauté des esclaves, la nouvelle de la mort de Beaumont circulait avec une satisfaction mal dissimulée. Cet homme avait incarné tout ce qu'il détestait dans le système colonial, l'arbitraire, la violence, l'humiliation quotidienne. Le soir même, les tambours résonnaient à nouveau dans les mornes. Cette fois, ce n'étaient plus des prières qui montèrent vers le ciel, mais des chants de libération. Les nouvelles voyageaient de plantation en plantation. Émilienne Lavoisier avait vengé toutes les femmes abusées par les maîtres blancs. À Fort-de-France, dans les salons feutrés de l'administration coloniale, l'affaire Beaumont faisait déjà débat. Le gouverneur Antoine Césaire, un homme prudent aux tempes argentées, recevait dans son bureau le rapport préliminaire de Sinclair. Un accident, dites-vous? Officiellement, oui, monsieur le gouverneur, mais j'ai des doutes. Expliquez-vous, capitaine. Cette domestique, Émilienne Lavoisier, elle en sait plus qu'elle ne le dit. Et puis, il y a ces histoires qui circulent sur Beaumont. Quelles histoires? Des abus, monsieur. Sur ces esclaves féminines, le bruit court qu'il était particulièrement brutal. Césaire fronça les sourcils. En cette année 1848, les vents de la réforme soufflaient sur l'Empire français. Victor Schœlcher préparait son décret d'abolition de l'esclavage et le gouvernement métropolitain regardait d'un œil critique les excès de l'administration coloniale. Si cette affaire venait à prendre des proportions embarrassantes, nous aurions du mal à la justifier devant Paris, murmura Césaire. Mieux vaut s'en tenir à la version de l'accident. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le gouverneur, la justice, capitaine, c'est parfois de savoir quand il faut fermer les yeux, classer l'affaire. Mais Sinclair n'était pas homme à abandonner facilement. Le soir même, il retourna discrètement à l'habitation Beaumont. Il avait remarqué dans les décombres de la grange quelques détails troublants. Les restes métalliques trouvés dans les cendres lui semblaient étrangement disposés, comme si on les y avait placés volontairement. Il interrogea séparément plusieurs esclaves, cherchant des contradictions dans leurs témoignages. Tous racontaient la même histoire, avec une cohérence suspecte, trop parfaite pour être spontanée. Vers minuit, il surprit Émilienne qui sortait furtivement de sa case, une petite pelle à la main. Il la suivit à distance, la vit se diriger vers un bosquet d'arbres à pin situé derrière les latrines. Là, elle creusa rapidement un petit trou et en sortit quelque chose qu'elle examina à la lumière de la lune. Dubois s'approcha silencieusement. Dans la main d'Émilienne brillait une montre en argent et une alliance en or. Les véritables bijoux de Beaumont, ceux qu'elle avait subtilisés avant l'incendie. Curieux objet pour une simple cuisinière, murmura-t-il en sortant de l'ombre. Émilienne sursauta, laissa échapper les bijoux qui tombèrent dans l'herbe humide. Pour la première fois depuis le drame, son masque de sérénité se fissurait. « Monsieur le capitaine, je peux tout expliquer. J'espère bien, mademoiselle Lavoisier, car ces bijoux changent considérablement la donne. » Dans le silence de la nuit tropicale, troublé seulement par le chant des crapauds buffles et le bruissement des cannes,
une nouvelle phase de l'affaire venait de commencer. Émilienne venait de comprendre que sa vengeance parfaite comportait une faille, et cette faille pourrait bien lui coûter la vie. Le lendemain, discrètement, Sinclair fit procéder à l'arrestation d'Émilienne. Mais la nouvelle de son interpellation se répandit comme une traînée de poudre dans toute la Martinique. Dans les plantations, les esclaves serrèrent les poings. Dans les salons de Fort-de-France, les planteurs s'inquiétaient, car l'affaire Beaumont venait de prendre une dimension que personne n'avait anticipée. Le 15 janvier 1848, dans les geôles humides du Fort Saint-Louis à Fort-de-France, Émilienne Lavoisier attendait son procès. Sa cellule, une pièce exiguë au mur de pierre suintant d'humidité, ne recevait la lumière que par une meurtrière donnant sur la baie. Les fers aux pieds l'entravaient à chaque mouvement, mais son regard gardait cette détermination inflexible qui avait impressionné le capitaine Sinclair. Ce dernier, rongé par une curiosité maladive, venait l'interroger quotidiennement. Il sentait qu'Émilienne cachait encore des secrets, que l'affaire Beaumont n'était que la partie visible d'un iceberg bien plus monstrueux. « Vous savez que vous risquez la guillotine, n'est-ce pas ?» lui dit-il ce matin-là en s'asseyant face à elle sur un tabouret branlant. « Je sais, monsieur le capitaine, mais il y a des choses pires que la mort. Comme quoi, par exemple? Comme vivre à genoux toute sa vie. » Sinclair observait cette femme de 19 ans avec un mélange d'admiration et d'effroi. Dans ses yeux noirs, il lisait une rage froide qui dépassait le simple désir de vengeance personnelle. « Parlez-moi de vos 5 années chez Beaumont. Tout, sans rien omettre. » Émilienne hésita un long moment. Puis, avec une précision clinique, elle commença à décrire l'enfer qu'avait été sa vie quotidienne. Les viols répétés, les coups, les humiliations publiques. Mais ce qu'elle révéla ensuite glaça le sang de Sinclair. « Monsieur le capitaine, Beaumont ne s'attaquait pas qu'aux femmes adultes. Il y avait aussi les plus jeunes. » Sinclair se figea. « Que voulez-vous dire ? » « Des enfants, monsieur. Des petites filles de 12, 13 ans. Il les faisait venir la nuit dans sa chambre. Certaines en sont mortes. » Le capitaine sentit la nausée le prendre. Il avait vu bien des horreurs pendant les guerres napoléoniennes, mais cette révélation le bouleversait. « Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Solange peut témoigner. » Et puis, il y a autre chose. Émilienne marqua une pause, jaugeant la réaction de son interlocuteur. Dans le bureau de Beaumont, il tenait un registre, pas celui des récoltes ou des ventes, un autre, plus secret, avec les noms, les âges et ce qu'il leur faisait subir. Sinclair bondit de sa chaise. « Ce registre, où est-il ? Je l'ai sauvé des flammes, la veille de l'incendie. Il est caché dans ma case, sous le plancher. » Le capitaine sortit précipitamment de la cellule et galopa jusqu'à l'habitation Beaumont. Il fouilla méthodiquement la case d'Émilienne, sous le regard méfiant des autres esclaves. Effectivement, sous une latte de plancher descellée, il découvrit un cahier relié de cuir noir, aux pages jaunies par l'humidité. Ce qu'il y lut le révulsa au-delà de toute expression. Page après page, Beaumont avait consigné ses crimes avec une minutie démoniaque. Nom, âge, description détaillée de ses sévices. Certaines victimes n'avaient que 10 ans. D'autres étaient mortes de fièvre, selon les registres officiels. Mais le carnet révélait la véritable cause de leur décès. Plus troublant encore, Beaumont ne semblait pas agir seul. Le registre mentionnait des invités participent à ces orgies criminelles, des noms de planteurs respectables, de fonctionnaires coloniaux, de marchands de Fort-de-France. Une véritable confrérie du crime organisée au sommet de la société martiniquaise. Sinclair referma le cahier, les mains tremblantes. Il comprenait maintenant pourquoi le gouverneur parisais avait voulu étouffer l'affaire. Ce registre impliquait la moitié de l'élite coloniale dans un réseau pédophile d'une ampleur inouïe. De retour à Fort-de-France, il demanda audience immédiatement au gouverneur. Parissait l'accueillit dans son bureau aux boiseries d'Acajou, un verre de rhum à la main. « Alors, capitaine, cette affaire Beaumont avance-t-elle vers sa conclusion ? » « Au contraire, monsieur le gouverneur, elle ne fait que commencer. » Sinclair posa le registre sur le bureau. Pariset blêmit en reconnaissant l'écriture de Beaumont. « Où avez-vous trouvé cela ? Peu importe, le contenu est accablant. »
Parissé feuilleta rapidement le cahier, son visage prenant une teinte verdâtre. « Mon Dieu, si cela devait être rendu public, justice doit être rendue, monsieur. Ces enfants, capitaine Dubois, tonna Parissé en se levant brusquement. Vous ne mesurez pas les conséquences. Ce registre implique des hommes influents, des familles respectées. Si ces révélations éclatent au grand jour, c'est toute l'autorité coloniale qui s'effondrera. » Dubois resta impassible. « Et alors, si cette autorité repose sur de telles abominations, vous oubliez que nous sommes en 1848, capitaine. L'abolition de l'esclavage sera proclamée dans quelques semaines. Nous traversons déjà une période d'instabilité extrême. Un scandale de cette ampleur provoquerait une insurrection générale. » Le gouverneur contourna son bureau, le registre à la main. « Cette découverte ne doit jamais sortir de ce bureau. Vous me demandez de fermer les yeux sur des crimes abominables ? Je vous ordonne de préserver l'ordre colonial. » Mais Sinclair avait pris sa décision. « Dans ce cas, monsieur le gouverneur, je démissionne de mes fonctions et je témoignerai au procès d'Émilienne Lavoisier. » Parissé devint livide. « Capitaine, vous ne pouvez pas. Songez à votre carrière, à votre pension. Je songe surtout à ces enfants martyrisés, monsieur, et à cette jeune femme qui n'a fait que rendre justice à sa manière. » Cette nuit-là, Sinclair retourna voir Émilienne dans sa cellule. Il lui raconta sa découverte, sa confrontation avec le gouverneur, sa décision de témoigner en sa faveur. « Pourquoi faites-vous cela ?» lui demanda-t-elle. « Vous risquez de tout perdre, parce que parfois, mademoiselle, la justice vaut tous les sacrifices. » Émilienne eut alors un sourire triste, le premier depuis son arrestation. « Vous savez, monsieur Sinclair, le soir où j'ai tué Beaumont, je ne pensais qu'à ma propre souffrance. Mais en découvrant ce registre, j'ai compris que j'avais vengé bien plus que moi-même. Toutes ces petites filles... » Sa voix se brisa. Pour la première fois depuis des semaines, l'émotion transperçait sa cuirasse de glace. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui adore les contes de terreur et les histoires de crimes historiques. Le lendemain, une nouvelle stupéfiante secoua Fort-de-France. Le gouverneur Césaire avait été retrouvé mort dans son bureau, apparemment victime d'une crise cardiaque. Le registre de Beaumont avait disparu. Mais Sinclair, prévoyant cette éventualité, en avait réalisé une copie complète qu'il garda précieusement cachée. L'affaire Émilienne Lavoisier venait de prendre une dimension politique explosive, car derrière le meurtre d'un planteur sadique se cachait la révélation d'un système de corruption et d'abus qui gangrénait toute la société coloniale. Et cette révélation allait bouleverser le cours de l'histoire martiniquaise. Le 23 février 1848 demeurera dans les annales judiciaires martiniquaises comme le jour où la vérité explosa au visage de la société coloniale. Dans la salle d'audience du tribunal de Fort-de-France, tendue de boiseries sombres et dominée par le portrait du roi Louis-Philippe, se pressait une foule inhabituelle. Planteurs en costume de lin blanc, fonctionnaires coloniaux au visage fermé, mais aussi, fait rare, quelques hommes de couleur libre venus assister au procès de celle qui était devenue un symbole. Émilienne Lavoisier fut amenée dans le box des accusés, entravée de chaînes qui cliquetaient à chaque pas. Et maigrie par ces semaines de captivité, elle gardait néanmoins cette dignité hautaine qui impressionnait tous ceux qui la croisaient. Son regard balaya l'assistance sans ciller, s'arrêtant quelques secondes sur le capitaine Sinclair, assis au premier rang des témoins. Le président Mornay, un magistrat corpulent aux favoris poivre et sel, ouvrit les débats d'une voix solennelle. « L'accusée Émilienne Lavoisier, vous êtes poursuivie pour le meurtre de Claude Beaumont, votre ancien maître, dans la nuit du 31 décembre 1847. Comment plaidez-vous » Émilienne se leva, défiant du regard l'assemblée entière. « Je plaiderai coupable, monsieur le président, mais avec explication. » Un murmure parcourut l'assistance. Maître de la Vigne, l'avocat d'office commis à sa défense, un jeune homme idéaliste fraîchement arrivé de métropole, s'était attendu à un plaidoyer de légitime défense ou de folie passagère. Cette stratégie le déstabilisait. « L'accusation peut développer son réquisitoire », annonça Mornay.
Le procureur Taillandier, un homme sec aux traits anguleux, se leva avec théâtralité. Représentant du ministère public, il incarnait l'ordre colonial dans toute sa rigidité. « Messieurs les jurés, commença-t-il, nous voici face à un crime d'une barbarie inouïe. L'accusé, par préméditation et avec une cruauté calculée, a assassiné son bienfaiteur, l'homme qui lui donnait travail et protection. Elle a ensuite profané sa dépouille en la livrant aux flammes dans un geste qui rappelle les pratiques païennes les plus abjectes. » Taillandier développa sa thèse pendant près d'1 heure, décrivant Émilienne comme une créature ingrate, animée d'instincts sauvages, impossibles à civiliser. Selon lui, ce crime illustrait parfaitement les dangers de l'émancipation progressive des esclaves, prônée par les réformateurs parisiens. « Messieurs les jurés, conclut-il, si nous laissons impuni un tel acte, c'est tout l'édifice social de notre colonie qui s'écroulera. » Vint ensuite le tour de la défense. Maître de la Vigne, malgré sa nervosité, avait préparé un plaidoyer audacieux qui s'appuyait sur les révélations du capitaine Sinclair. « Messieurs les jurés, l'accusé a effectivement tué Claude Beaumont. Mais Claude Beaumont était-il vraiment l'homme respectable que décrit l'accusation ?» L'avocat produisit alors la copie du registre secret, malgré les protestations véhémentes de Taillandier. Sinclair avait accepté de témoigner, quitte à briser sa carrière. « Capitaine Sinclair, voulez-vous expliquer au tribunal ce que contient ce document ?» Sinclair se leva, le visage grave. Dans le silence soudain de la salle d'audience, sa voix porta avec une autorité militaire qui cloua sur place tous les présents. « Messieurs les jurés, ce registre consigne méthodiquement les crimes sexuels commis par Claude Beaumont sur des esclaves mineurs pendant plus de 10 ans. Des enfants de 10 à 15 ans, violentés, torturés, dont certaines sont mortes des suites de ces sévices. » Un cri d'horreur jaillit des tribunes, plusieurs dames s'évanouirent. Le président Mornay dut faire évacuer une partie de l'assistance pour rétablir l'ordre. Plus grave encore, poursuivit Sinclair imperturbable, Beaumont ne commettait pas ses actes seul. Ce registre mentionne la participation régulière de notables de notre colonie à ces orgies criminelles. Taillandier bondit. « Objection, ces allégations sont sans fondement. Ce prétendu registre pourrait avoir été falsifié. »« Par qui ?» rétorqua de la Vigne. « Par l'accusé qui ne sait ni lire ni écrire parfaitement. Ce document est de la main même de Beaumont, comme l'atteste l'expertise graphologique. » Maître de la Vigne reprit alors son plaidoyer avec une passion nouvelle. Il appela à la barre Solange, qui confirma tous les témoignages d'Émilienne. Puis d'autres esclaves qui décrivirent les visites nocturnes de Beaumont, les cris d'enfants dans la grande case, les petites filles qui disparaissaient mystérieusement. « Messieurs les jurés, conclut l'avocat, nous ne jugeons pas seulement une femme qui a tué son bourreau. Nous jugeons un système qui transforme des êtres humains en propriétés, qui livre des enfants innocents aux appétits de pervers. Émilienne Lavoisier n'est pas une criminelle, c'est une héroïne. » Taillandier, déstabilisé, tenta un dernier réquisitoire. Quelles que soient les accusations portées contre la victime, rien ne justifie la justice privée. Si Beaumont était coupable, il fallait saisir les autorités. Émilienne éclata alors d'un rire amer qui glaça l'assistance. Les autorités. Mais monsieur le procureur, regardez donc la page 47 de ce registre. Vous y verrez le nom du gouverneur Césaire parmi les invités de Beaumont, et celui du colonel Martineau, et celui du juge Verneuil. À qui vouliez-vous que je m'adresse? Au bourreau pour me plaindre de ses complices? L'effet fut dévastateur. Plusieurs magistrats présents dans la salle pâlirent. Le procureur lui-même sembla perdre tous ses moyens, car effectivement, les noms cités figuraient bien dans le maudit registre. Le président Mornay suspendit l'audience. Dans les couloirs du palais de justice, c'était la panique. Des messagers couraient porter la nouvelle aux autorités coloniales. Certains notables impliqués parlèrent déjà de quitter précipitamment la Martinique. Quand la séance reprit, l'atmosphère avait complètement changé. Les jurés, des hommes de couleur libre pour la plupart, eux-mêmes anciens esclaves, regardaient Émilienne avec une admiration non dissimulée.
Dans les tribunes, la population servile massée à l'extérieur scandait son nom. Vous pouvez désormais soutenir notre chaîne avec un super merci afin que nous puissions continuer à raconter des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Le président donna alors la parole à Émilienne pour sa déclaration finale. Elle se leva, droite et fière, incarnation vivante de la révolte des opprimés. « Messieurs les jurés, je vais mourir, je le sais. Mais ma mort ne sera pas vaine si elle révèle au grand jour les crimes que subissent mes frères et sœurs en esclavage. Beaumont n'était qu'un maillon d'une chaîne d'horreur qui ensanglante cette île depuis des siècles. En le tuant, j'ai brisé un de ces maillons. D'autres viendront, j'en suis sûr, pour briser les suivants. » Sa voix s'éleva, prenant une dimension prophétique. « Vous pouvez me condamner à mort, messieurs. Vous pouvez faire couler mon sang. Mais vous ne pourrez jamais plus fermer les yeux sur ce que vous avez entendu aujourd'hui. La vérité est sortie de l'ombre et elle éclairera le chemin de tous ceux qui, comme moi, refusent de vivre à genoux. » L'assistance explosa. Dans les gradins réservés aux gens de couleur, des hommes pleuraient ouvertement. Dehors, la foule scandait « Liberté, liberté, justice pour Émilienne ». Le jury se retira pour délibérer. Mais avant même qu'il ne rende son verdict, un événement extraordinaire survint. Un messager arriva au galop de Fort-de-France, portant un pli urgent du gouvernement provisoire de la République française. Le président Mornay ouvrit le message devant toute l'Assemblée et en lut le contenu d'une voix tremblante. « Au nom de la République française, par décret du 27 avril 1848, l'esclavage est aboli dans toutes les colonies françaises. Tous les esclaves sont déclarés citoyens français à part entière. » Le tribunal explosa en acclamations. L'abolition, Émilienne Lavoisier venait d'être libérée par l'histoire elle-même. Plus qu'une esclave coupable du meurtre de son maître, elle était devenue une citoyenne française ayant vengé des crimes contre l'humanité. Quand le jury revint avec son verdict d'acquittement, prononcé à l'unanimité, c'est une femme libre qui sortit du tribunal, portée en triomphe par la foule. Émilienne Lavoisier était entrée dans l'histoire, mais cette victoire juridique ne marquait que le début d'une nouvelle phase de son destin. Car les ennemis qu'elle s'était faits pendant ce procès retentissant n'allaient pas en rester là. 3 mois après le procès qui avait bouleversé la Martinique, l'île vivait dans un climat de tension extrême. L'abolition de l'esclavage avait certes libéré juridiquement les anciens esclaves, mais les structures de pouvoir colonial demeuraient intactes. Les anciens maîtres, dépossédés de leur main-d'œuvre gratuite, nourrissaient une haine féroce contre celle qui était devenue le symbole de leur déchéance, Émilienne Lavoisier. Celle-ci avait trouvé refuge dans les hauteurs de Saint-Pierre, dans une petite case mise à sa disposition par des abolitionnistes métropolitains. Mais sa liberté était précaire. Des menaces de mort anonymes arrivaient régulièrement. Des inconnus rôdaient autour de sa demeure. Le capitaine Sinclair, devenu son protecteur officieux après sa démission, lui rendait visite quotidiennement. « Ils ne vous lâcheront jamais », lui disait-il ce matin de juillet 1848. « Trop de puissants ont été éclaboussés par les révélations du procès. Votre simple existence les dérange. » Émilienne, accoudée à la fenêtre donnant sur la baie de Saint-Pierre, observait les navires qui partaient vers la métropole. Beaucoup transportaient des planteurs ruinés, fuyant une île où ils ne pouvaient plus exercer leur domination. « Laissez-les venir, monsieur Sinclair, j'ai déjà vécu l'enfer. Je n'ai plus peur de rien. » Mais l'ancien capitaine connaissait les méthodes de ces hommes. Le 15 juillet au soir, ses craintes se matérialisèrent. Un groupe de cavaliers masqués mené par Édouard Durandal, fils du planteur ami de Beaumont, cerna la case d'Émilienne. « Sorcière !» criait Durandal. « Tu as détruit nos familles, tu paieras pour tes mensonges. » Émilienne sortit calmement de sa case, un couteau à la main. « Mes mensonges, tout ce que j'ai dit au procès était la vérité. Et vous le savez, la confrontation dégénéra rapidement. » Durandal et ses hommes mirent le feu à la case, espérant forcer Émilienne à sortir pour la lyncher. Mais celle-ci, avec cette intelligence tactique qui l'avait déjà sauvée, avait prévu cette éventualité. Par un tunnel qu'elle avait creusé dans les semaines précédentes,
Elle s'échappa vers la forêt tropicale. Quand Sinclair arriva avec les gendarmes, il ne trouva que des cendres fumantes et des traces de lutte. Émilienne avait disparu. Pendant 3 semaines, toute l'île la chercha. Les anciens planteurs offraient une prime considérable pour sa capture, morte ou vive. Mais les anciens esclaves organisèrent un réseau clandestin pour la protéger. Elle se cachait dans les mornes, ces hauteurs abruptes où prospéraient depuis des décennies les communautés d'esclaves marrons. C'est là, dans ces montagnes sauvages, qu'Émilienne rencontra Marcus Toussaint, un ancien esclave devenu leader de la résistance armée. Cet homme de 40 ans, au physique imposant et au regard brûlant de détermination, organisait depuis l'abolition des raids contre les propriétés des anciens maîtres les plus cruels. « Ta réputation t'a devancé, Émilienne », lui dit-il lors de leur première rencontre dans une grotte dissimulée par la végétation luxuriante. « Tu es devenue une légende. Certains parlent de toi comme de la femme qui a allumé le feu de la liberté. » Émilienne sourit amèrement. « J'ai juste tué un monstre. D'autres ont fait le reste. » Marcus l'observa avec attention. « Peut-être, mais ton geste a inspiré bien des révoltes. Depuis ton procès, 15 plantations ont été incendiées. Les anciens esclaves ne supportent plus d'être traités comme du bétail. Ils se souviennent de tes paroles au tribunal. » Dans les semaines qui suivirent, Émilienne devint une figure centrale de cette résistance. Elle utilisait sa connaissance intime des plantations pour organiser des raids précis, récupérant des documents compromettants sur d'anciens maîtres, libérant des enfants encore exploités malgré l'abolition officielle. Mais son action la plus retentissante eut lieu en septembre 1848. Ayant appris que plusieurs fillettes mineures étaient encore retenues dans une plantation clandestine dirigée par le colonel Martineau, l'un des complices de Beaumont mentionné dans le fameux registre, elle organisa une opération d'envergure. Accompagnée de Marcus et de 20 hommes déterminés, elle attaqua la plantation de nuit. Ce qu'ils découvrirent dépassait leurs pires craintes, une véritable prison où étaient séquestrées 12 fillettes âgées de 10 à 14 ans, destinées à alimenter un réseau de prostitution enfantine. « Mon Dieu !» murmura Marcus en découvrant les cellules souterraines. « Ils ont continué, malgré l'abolition, ils ont continué. » Émilienne, elle, était entrée dans une rage froide. Martineau, découvert dans son bureau en train de brûler des documents, tenta de négocier. « Émilienne, nous pouvons nous entendre. Je peux te donner de l'argent. Comme tu as donné de l'argent à Beaumont pour tes petites distractions ?» Elle le tua d'un coup de couteau avec la même précision clinique que 3 ans auparavant. Puis elle libéra toutes les fillettes et incendia entièrement la plantation. Cette action marqua un tournant. Les autorités coloniales, déjà affaiblies, lancèrent contre Émilienne une chasse à l'homme impitoyable. 1000 hommes fouillèrent les mornes pendant des semaines. Des navires de guerre patrouillaient les côtes pour l'empêcher de fuir vers les îles voisines. Mais Émilienne avait disparu comme un fantôme. Les témoignages sur sa mort ou sa fuite se multipliaient, souvent contradictoires. Certains juraient l'avoir vue embarquer sur un navire marchand à destination de la Guyane. D'autres affirmait qu'elle était morte dans un affrontement avec les troupes coloniales. Le capitaine Sinclair, chargé malgré lui de l'enquête après sa réintégration forcée, menait des recherches de pure forme. Au fond de lui, il espérait qu'elle avait réussi à s'échapper. Un soir de novembre 1848, alors qu'il inspectait les ruines encore fumantes de la plantation Martineau, il découvrit gravé sur un arbre calciné un message en créole. « C'est pas fini. Les vérités qu'a vivent toujours. » Ce n'est pas fini. La vérité vit toujours. Émilienne Lavoisier était devenue un mythe. Dans toute la Martinique, les anciens esclaves transmettaient son histoire à leurs enfants. Elle incarnait la révolte légitime contre l'oppression, la justice rendue par ce que le système avait broyé. Les années passèrent. En 1852, un voyageur français de passage à Trinidad rapporta avoir rencontré une femme créole qui dirigeait une école pour enfants défavorisés dans les montagnes de l'île. Cette femme, disait-il, portait toujours une cicatrice au poignet droit, la marque des fers qu'Émilienne avait portée pendant son procès.
En 1867, lors de révoltes ouvrières en Martinique, les insurgés scandaient le nom d'Émilienne. En 1870, des incendies mystérieux détruisirent les dernières propriétés d'anciens complices de Beaumont. Chaque fois, des témoins juraient avoir aperçu une femme en robe créole s'éloigner dans la nuit. Émilienne Lavoisier était devenue éternelle. Sa révolte personnelle s'était muée en symbole universel de résistance contre l'oppression. Elle hantait les cauchemars des anciens oppresseurs et illuminait les rêves des opprimés. Le capitaine Sinclair, devenu vieil homme, écrivit dans ses mémoires « J'ai rencontré peu d'êtres aussi purs dans leur colère et aussi justes dans leur vengeance qu'Émilienne Lavoisier. Elle n'était pas seulement une femme qui a tué son bourreau, elle était la conscience d'un peuple qui refusait de mourir à genoux. Aujourd'hui encore, dans les mornes de Martinique, les anciens racontent aux enfants l'histoire de celle qui alluma un feu que rien ne put éteindre. Ils parlent de la nuit où un corps fut trouvé en cendres, et de la femme qui transforma sa souffrance en étendard de liberté. Car certaines flammes, une fois allumées, brûlent pour l'éternité. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Vous voulez plus d'histoires de terreur mêlant histoire et mystère ? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. Rendez-vous dans le prochain cauchemar.